on est parti pour le dernier point actu hardware de cette semaine. Aujourd'hui, vendredi 26 février 2021. Petit programme aujourd'hui. On va commencer avec une news qui va nous parler de Tesla et des problèmes de production liés aux pénuries de composants électroniques. Mais ce coup-ci, c'est un peu particulier parce que la faute n'est pas aux usines asiatiques, mais bien aux usines américaines. Donc un circuit plus court qui est quand même impacté. On continuera avec une idée qui est plutôt très bonne sur le papier, mais qui a toujours eu du mal à s'imposer. C'est vraiment quelque chose de sympa, mais on verra si ici il y a peut-être une idée qui peut s'imposer. Ça s'annonce compliqué comme à chaque fois. L'idée principale est d'avoir quelque chose de modulable. On va en parler. On continuera avec un petit leak sur le i7 11e génération d'Intel qui a été affiché sur un site allemand avec un prix en euros alors que il n'est pas officiellement annoncé de la part d'Intel et qu'il n'est pas disponible à la vente. Aïe. On aura ensuite une grosse partie carte graphique avec une petite news sur les cartes graphiques Intel, et on parle bien ici de cartes graphiques de bureau pour du gaming potentiellement. Donc c'est intéressant. Ensuite on reviendra sur les 3060 qui sont sortis hier, enfin sortis, il faut y mettre des gros guillemets, mais sortis officiellement. Et on finira avec deux écrans plutôt grands, qui seront probablement plutôt chers. Il y en a un, on est sûr, parce qu'on a le prix. L'autre, on ne l'est pas parce qu'on n'a pas le prix. Mais ça reste des grands formats. Peut-être que le deuxième peut être accessible dans un monde où tout est parfait, pas sûr. Mais peut-être. Donc comme vous voyez ici, petit programme, mais des news intéressantes. Et c'est le principal. On commence du coup direct avec Tesla. Alors c'est une news un peu compliquée parce que j'en ai lu plusieurs traitant du même sujet avec des informations différentes. Donc je veux pas dire de bêtises. En gros, il y a eu une interruption temporaire de production dans une usine Tesla aux États-Unis, l'usine de Fremont, je sais pas comment ça se dit, je suis français. Ça a été validé, ça a été officialisé par Elon Musk sur Twitter, son lien de presse favori, son moyen de prendre la parole favori. Donc il a dit que ça a été shut down pour 2 jours et que c'est revenu hier. Donc voilà ce qu'on sait vraiment. J'ai vu des news disant qu'il y avait 2 semaines d'arrêt de production. Visiblement ça n'a pas été validé officiellement. Là-dessus, on ne sait pas trop. On peut être juste sûr de 2 jours d'arrêt de production et que ça a repris. C'est ce qu'a dit Elon Musk. La cause de cet arrêt de production, ce sont des puces. Comme souvent, les puces manquent. Mais ici, ce ne sont pas notamment les puces taïwanaises qui sont en cause. Ce sont des puces texanes. Oui. Donc pas très loin. Pas très loin parce que dans le même pays, tout de même, des puces texanes qui manquent, qui n'arrivent pas suffisamment en stock pour continuer une production normale. La cause aux vagues de froid enregistrées au Texas les dernières semaines qui ont causé plein de problèmes, notamment en termes de canalisation d'eau qui ont largement explosé. Et oui, le Texas n'est pas spécialement habitué à avoir des vagues de froid aussi importantes. Donc comme quoi tout n'est pas fait en Asie.
vous voyez, ici on parle du Texas, mais il y a des problèmes aussi, propres au Texas. Ça fait beaucoup, on est en manque, de cartes graphiques. On a peur que d'autres trucs soient largement impactés par ces pénuries de semi-conducteurs de façon massive. L'industrie automobile pèse beaucoup d'argent, génère beaucoup d'emplois, même si Tesla n'est pas le plus grand groupe automobile en termes d'employés. Attention, en termes d'employés. C'est quand même déjà un groupe massif qui a des problèmes. Bon là, effectivement, c'est un cas un peu spécial, mais on a entendu beaucoup d'autres groupes automobiles avoir peur de cette potentielle pénurie. Ici, on n'est pas sur de la pénurie, on est sur de la pénurie temporaire, dont on connaît les raisons et qui vont être réglées, j'imagine, assez rapidement. Mais quand c'est à l'autre bout du monde, c'est plus compliqué. Ici, on est dans le même pays, ça peut être solutionné assez rapidement. Quand il faut aller à l'autre bout du monde, encore plus en ce moment, c'est plus compliqué. Donc il faut faire attention. Beaucoup de secteurs peuvent être impactés par cette pénurie en termes de semi-conducteurs. Beaucoup de choses marchent avec de l'électronique aujourd'hui. Et dans beaucoup d'électronique, voire quasiment toute l'électronique, on a du semi-conducteur. Donc voilà, faut faire attention. On peut avoir des problèmes vraiment énormes dans beaucoup de secteurs. On ne l'espère pas, on espère que ça va se solutionner. Mais on a vu en plus Taïwan qui a des problèmes de sécheresse, tout ça n'arrange rien. Plein de petits grains de sable dans les rouages de la machine. Ça fait peur. On a peur que, au-delà de se gripper, elle s'arrête complètement et qu'elle casse. On l'espère pas. Il faut croiser les doigts pour que ça s'améliore et qu'on retrouve de la disponibilité sur tous les produits et en masse, ce qui nous permettrait d'avoir des prix au plus bas et du coup d'avoir des consommateurs avec du choix et des prix bas, des consommateurs les plus heureux du monde. Mais c'est plutôt intéressant et c'est assez marrant que Tesla soit un des premiers impactés par ces problèmes, même si là c'est encore une fois un cas un peu particulier. On continue avec ce... C'est pas vraiment un prototype, c'est pas vraiment un concept, c'est compliqué aussi. On va dire que c'est un appareil imaginé dans la tête de personnes bien intentionnées, j'imagine, le principe d'un PC portable modulaire, donc avec des morceaux qu'on peut changer, qu'on peut faire évoluer au gré de nos besoins, du temps qui passe et de l'utilisation. Sur le papier, c'est le PC portable parfait. L'idée de base est de dépasser les 5 ans d'utilisation avec un outil performant. En fait, les constructeurs de cet appareil se sont aperçus que même en achetant un PC portable haut de gamme, c'est-à-dire cher, parce qu'un PC portable haut de gamme coûte vraiment cher, si vous laissez passer 5 ans, au bout de 5 ans, vous vous retrouvez avec une machine qui ralentit, même si vous avez mis vraiment cher à l'achat, ce qui est quand même un vrai problème vu le prix que coûte un PC portable haut de gamme. Et donc ils se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire qu'au bout de ces 5 ans, on puisse toujours avoir du matériel performant qui ne ralentit pas et qui a potentiellement toujours accès aux dernières technologies. L'idée est simple, faire du modulaire, donc avec des morceaux qui peuvent s'enlever, qui peuvent s'interchanger et
aussi avoir soit des systèmes ingénieux, soit des moyens de démontage simples. L'idée sur le papier est vraiment géniale. Honnêtement, si on vous dit, vous avez juste à acheter un PC portable et ensuite, tous les je sais pas combien de temps, acheter un nouveau morceau pour le remettre à niveau. Tout ça coûte un petit peu de temps en temps, mais ça vous promet de ne pas avoir à racheter de PC portable pendant longtemps. Ce qui est toujours mieux que d'acheter un PC portable tous les 4 ans. Du coup, c'est super. Petit problème, c'est que c'est pas nouveau. Ça a déjà existé, notamment sur du téléphone portable, du smartphone, avec le Fairphone, qui était pareil, un smartphone avec des modules qui pouvaient s'interchanger, notamment vous pouviez changer votre appareil photo si vous vouliez avoir quelque chose qui fait des meilleures photos, avoir du stockage supplémentaire, ce genre de truc, ou de la batterie supplémentaire. Encore une fois, l'idée était bonne. Le problème, c'est qu'il faut trouver des clients. Il faut avoir tout de même un matériel performant, robuste, qui est en plus modulaire. Il faut des pièces de rechange. Ça pose plein de problèmes. Il faut un écosystème tout autour pour que ça marche. Il faut plusieurs modules. Il faut du choix. Dans ce genre d'idée, l'avantage de cette idée, c'est d'avoir justement le choix pour pouvoir faire des trucs différents, customisés à l'infini. Mais pour ça, il faut un écosystème de trucs compatibles. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué à mettre en place. Surtout quand on n'est pas un groupe majeur, un gros groupe. Donc, encore une fois, on aime bien. Franchement, on a envie. Moi, j'aimerais bien. Clairement, j'aimerais bien. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être au moins aussi performant et robuste qu'un PC classique? Ça, on le sait pas. Après, derrière, on nous promet franchement des beaux trucs. Hein. On nous promet la possibilité de quasiment tout changer et que tout soit démontable facilement. On nous promet des configurations intéressantes. Mais encore une fois, on ne nous parle pas de tout l'écosystème qu'il faut autour pour justement avoir plein de matériel compatible à des prix intéressants, avec du choix. Et ça c'est ce qui fait peur. Et aussi parce que c'est pas les premiers à tenter du modulaire et à se planter. Pas parce qu'on veut pas de modulaire, on veut tous du modulaire, on est tous d'accord pour avoir du modulaire. Mais il faut quelque chose qui ne soit pas ultra cher à l'achat. Sinon personne va pouvoir... Enfin très peu de gens vont pouvoir se dire ça vaut le coup, même si ça me coûte très cher à l'achat, je vais le rentabiliser et tout. C'est très cher, déjà on raye de la cible beaucoup de gens. Et en plus il faut quelque chose qui soit bien, qui soit au niveau de ce qui se fait sur du PC classique, qui lui est pas fait pour être modulaire, qui lui est pas fait pour être démonté, démontable, où du coup ils peuvent se permettre des petits trucs, là où ils peuvent pas ici. Donc c'est compliqué, c'est audacieux, on a envie d'y croire, j'ai envie de me dire que ça va exister un jour, et je l'espère. Mais ça semble une belle utopie, honnêtement. Pourquoi les marques de constructeurs d'ordinateurs portables feraient ça alors qu'ils peuvent permettre de vous faire racheter des PC portables tous les 3, 4, 5 ans? Eux, ils voient bien l'intérêt de vous faire acheter des PC portables, hein, croyez-moi. Donc, ça restera peut-être une utopie, malheureusement. L'idée est intéressante, difficile à appliquer. Il faudrait vraiment un énorme groupe qui s'y mette en partenariat avec beaucoup de marques pour faire éclore cet écosystème qui est nécessaire pour avoir ce genre de matériel. Mais l'idée sur le papier est quand même géniale.
Se dire qu'on peut garder un PC portable, imaginez 10 ans en le gardant toujours performant, toujours aussi performant, toujours aussi agréable à utiliser. C'est clairement quelque chose qu'on aimerait voir. Mais j'ai des doutes. On continue avec une petite fuite d'informations. On sait pas qui s'est trompé, on sait pas trop comment ça s'est passé, mais il s'avère qu'un site allemand a mis en vente, enfin affiché sur ses pages, le i7 11e génération qui n'est toujours pas officiellement annoncé de la part d'Intel. Du coup, encore moins possible de l'acheter et sorti en vente. On est sur du 16 mars pour l'annonce et du 30 pour la mise en vente. Donc voilà. Par contre, on a un prix en euros. Et ça fait plaisir. Ça me donne une bonne idée. Il s'affiche à 469 euros. C'est plutôt cher. C'est plutôt cher. Il compare ici à la 10e génération. On est à 152 euros de moins qu'un i9 10900K. A noter que le i9 10900K a 10 cœurs, tout de même. Donc, on ne sait pas. On peut se poser la question, est-ce que c'est son vrai prix? Est-ce que c'est un prix temporaire? Est-ce qu'ils ont mis ça en attendant de recevoir les stocks pour être sûr? On ne sait pas. Mais ça pose quelques questions. On le rappelle, ce processeur va avoir comme plus gros atout sa disponibilité et son prix. Si ils arrivent à être disponibles en masse à des prix inférieurs à la dernière génération sortie par AMD, il y a moyen que ça cartonne. Si c'est pas le cas, ça peut mal se passer. En tout cas, ici, cette petite faute de la part de ce site allemand nous permet de commenter cette news. 469 euros tout de même. Ça peut paraître un poil cher. Surtout que ici on parle du i7. Donc le i9, à combien il se retrouve? Probablement au moins 600 euros. Au moins. Ce qui en ferait un processeur tout de même très très cher. À voir, on attendra déjà le 16 mars pour avoir l'annonce officielle d'Intel, que je regarderai probablement, normalement. Et la sortie le 30 mars avec tous les benchmarks pour savoir ce que ça vaut réellement dans la vraie vie et pas seulement au travers des benchmarks fournis par Intel pour faire sa promotion. C'est important de ne pas se fier totalement au marketing et d'avoir la vérité. On continue avec de la carte graphique. On va parler premièrement des cartes graphiques d'Intel. Ils nous avaient bien déçus avec la DG1 qui était sortie. On s'était dit yes, Intel se met enfin aux cartes graphiques. On nous avait teasé des cartes graphiques gaming et ils ont sorti la DG1 qui n'était pas du tout fait pour du gaming. Clairement, c'était la carte graphique bureautique de base. N'essayez pas de jouer avec, ce n'est pas une bonne idée. Mais ici, ça revient à l'attaque avec les DG2 brandés HPG pour le G pour gaming, high performance gaming. On sait pas tout. On sait pas la finesse de gravure. On sait pas si on est sur du 10 nanomètres par Intel, le truc que sait faire Intel, en tout cas sur lequel il travaille et qui s'annonce pour les futures générations de processeurs, ou si c'est du 7 nanomètres par TSMC qui eux maîtrisent à fond ce process, aucun problème. Ça on sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils vont nous lancer toute une gamme qui peuvent, sur le papier, faire toute l'entrée de gamme du gaming.
jusqu'à du milieu, voire du haut de gamme, peut-être, suivant les performances. Mais on commencerait avec 2 modèles de cartes avec 4 Go de mémoire dédiée, de la mémoire pas super rapide, mais ce qui nous permet déjà de faire l'entrée dans le monde du gaming. Bien sûr, ne pensez pas à plus que du Full HD et n'allez pas chercher les réglages graphiques au maximum. Il ne faut pas rêver. Mais ça peut déjà être très intéressant, surtout, encore une fois, si c'est disponible et s'il y a des prix intéressants. Le prix va être un gros facteur pour ce genre de carte axée entrée de gamme, voire vraiment le tout début. Et ensuite, on nous promet des trucs un peu plus costauds pour vraiment s'amuser avec du toujours 4 Go mais en plus rapide, du 4 ou du 6, on ne sait pas trop encore, et même des modèles avec 6 ou 12 et même 8 ou 16 avec là de la mémoire qui atteint la vitesse des cartes graphiques du genre 3060 de Nvidia. En termes de performance, on ne sait pas du tout ce que ça vaut, bien sûr. On les a jamais vus vraiment marcher, on les a même pas vus en visuel, on ne sait même pas à quoi elles ressemblent. Mais c'est intéressant. On va pas se mentir, Intel, c'est pas leur cœur de métier de faire des puces graphiques. Mais ils savent faire des processeurs. Il y a quand même des choses qui se ressemblent entre faire des processeurs et faire des puces graphiques. Ils ont potentiellement les moyens de travailler dessus et de faire du matériel performant, convenable, à des prix intéressants. C'est quand même un gros groupe qui a déjà tous les partenariats pour faire graver des puces. Ça reste des puces. Même si ça sert pas à la même chose, ça reste des puces. Ils ont les contacts, ils ont les équipes de recherche. S'ils veulent faire un produit propre, ils peuvent le faire. Après, on va être sur une version 1.0. On ne sera pas sur la meilleure version. Il faut pas se mentir là-dessus. Ça reste le début. Les premières versions vont être un peu des tâtonnements. Il va y avoir sûrement beaucoup de choses à améliorer. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça vaut en termes de performance et aussi de prix. Parce qu'il faut noter que Nvidia comme AMD s'éloigne de plus en plus du gamer entrée de gamme, moyenne gamme, pour s'adresser de plus en plus aux gens qui ont un gros porte-monnaie. Alors oui, sur les cartes qui ont des prix élevés, ils peuvent faire des marges plus importantes, j'imagine bien, c'est le principe. Mais beaucoup de gens achètent des cartes peu chères et ça représente vraiment beaucoup de gens. Faut pas les sous-estimer, faut pas négliger le peuple. C'est important de penser à tout le monde. Tout le monde n'a pas des gros moyens, tout le monde n'a pas envie de mettre forcément extrêmement cher dans sa config, mais beaucoup de gens ont envie de jouer aux jeux vidéo, ce qui peut se comprendre. Donc il faut en faire pour tout le monde. Et ici on pourrait avoir vraiment au moins du tout début jusqu'au milieu, voire potentiellement un peu de haut de gamme. Mais on va pas rattraper tout de suite Nvidia et AMD, ça c'est sûr. Donc sur le haut de gamme, ce sera probablement décevant par rapport à ce qui se fait de haut de gamme chez la concurrence. Encore une fois, ils ont toujours l'atout du prix qui peut faire changer beaucoup de choses. Une carte avec 12 ou 16 Go de mémoire dédiée à un prix moins indécent que les dernières cartes graphiques Nvidia, il y a du public. Moi je vous garantis. Et encore une fois, Intel est un très gros groupe, il peut se permettre de faire des trucs. Ils ont les moyens, à voir s'ils veulent faire un travail propre ou pas. Ce sera à eux de nous montrer comment ils travaillent. On continue avec de la news 3060 et on commence avec la technologie de la resizable
resizable, c'est hyper dur à dire, pardon, resizable bar sur la 3060. Alors on rappelle, cette technologie, je vais pas redire le nom, permet au processeur d'accéder à toute la mémoire vidéo en même temps, ce qui n'était pas possible avant. C'est en fait un peu la copie de la SAM, de la Smart Access Memory, c'est quand même plus facile à dire, d'AMD, qui a été dévoilée en même temps que leur nouvelle carte graphique et leur nouveau processeur, en disant au début oui, c'est optimisé entre nos matériels à nous avant de le mettre un peu pour tout le monde. Du coup, Nvidia s'est dit bah nous aussi je pense on peut faire ça, on va le faire. Ici ils le font forcément sur leur nouvelle carte. Pas vraiment étonnant. C'est bien que les 3060 bénéficient aussi, mais j'ai envie de dire c'est normal, ça aurait été plus étonnant qu'ils n'en bénéficient pas. C'est une technologie intéressante, elle apporte un peu de gain de performance. On n'est pas sur une révolution, mais tout petit gain, surtout si ça peut être étendu à un maximum de choses, est intéressant et permet d'avoir une accessibilité du gaming dans des bonnes conditions à toujours plus de gens. Et ça me fait plaisir. On continue avec la news qui fâche. Toujours la 3060 et on va reparler de la disponibilité parce que là je suis pas content. Là je suis pas content, j'ai regardé hier, j'ai fait attention, j'ai voulu savoir, j'ai voulu voir de mes propres yeux si on pouvait acheter une 3060 en étant au taquet à 18h sur plusieurs sites de vente en ligne. Et j'en ai pas vu. J'en ai pas vu de disponible. Et sur les sites que j'ai consultés, ils n'étaient même pas listés. C'est pour vous dire le manque de disponibilité. À 18h, ils n'étaient même pas listés. Donc, c'est nul. Je suis allé voir depuis en me disant, ça doit être là. Et effectivement, maintenant c'est listé. Mais en termes de disponibilité, il y a zéro. Il n'y a même pas une prévision de disponibilité. C'est zéro. Je sais même pas s'il y en a qui ont été vendus. Donc encore une fois, sortir des cartes, c'est très bien. Mais sortir des cartes pour que personne puisse les acheter, c'est pas bien. Pourquoi vous faites ça? Si vous pouvez pas en produire, ne les annoncez pas. Vous allez juste frustrer les gens. Essayez déjà de produire celles que vous avez déjà sorties. Parce que là, à l'heure actuelle, moi je suis allé sur Top Achat pour voir si jamais j'avais eu l'envie d'acheter une carte graphique, et ben je peux acheter une 710. Alors je peux jouer à quoi avec une 710? À Tetris? Génial. Non, c'est dur là. C'est dur. Pas une seule. Pas une seule. Même pas un prix indécent. Même plus celles qui ont des prix indécents. Même celle-là, ils ont trouvé Akira. C'est vraiment dramatique. Il faut changer. C'est de pire en pire. Hein. Il y a de moins en moins de modèles. Avant, il y avait jusqu'à la 1030 qui n'est toujours pas une carte graphique pour jouer. Mais là, maintenant, on n'a plus qu'à la 710, quoi. On recule de jour en jour, on recule d'année en année. C'est... Faut vraiment faire quelque chose. C'est important. Bon, allez, j'arrête de râler. Et on va parler d'écrans plus stylés les uns que les autres. Même si celui-là a l'air quand même d'être un super écran. Il va coûter une blinde parce qu'il coûte 750 €. Pour ce prix, vous avez le droit à un écran de 34 pouces, donc plutôt grand. Il sera incurvé. Il sera en résolution 1440 ultra large. On est sur du 144 Hz en taux de rafraîchissement. Donc, on peut faire du gaming dessus, on a le droit. C'est fait pour. Et il est plutôt stylé. Après, il est grand, forcément, 34 pouces, on le rappelle. Une définition au top pour le gaming. Même si l'ultra large n'est pas toujours bien géré, au pire, vous aurez des bandes noires. Mais en vrai, il claque.
Après, il coûte 750 €. Ce qui est plutôt cher. C'est plutôt cher, 750 € tout de même. J'ai plus de... Le pied, je le trouve vraiment stylé. Du coup, comme vous voyez ici, il a 2 HDMI et 2 DisplayPort. Et une prise jack. Oh si, il est beau quand même. Bon après, 750 €, il peut être beau, mais... Ok, ça s'allume. Oh si. Si, plutôt sympa. Parce que... Après, vous voyez, hein, les bandes blanches, hein. Ça, c'est le problème. Du coup, il est réglable en hauteur. Oh, c'est l'arrière. L'arrière, je trouve... Le pied, je trouve vraiment stylé. Il paraît vraiment solide. Et en même temps, il est pas trop massif. Oh, il y a même un HDMI 2.0. Incroyable. Après, il faudra la place et le budget. Clairement, 750 €. C'est Cyberpunk, ça? Non. Je sais pas. J'aimerais avoir un écran comme ça. Mais il tient pas sur mon bureau. En tout cas, pour des gens qui veulent un grand écran fait pour le jeu vidéo, si vous avez un grand bureau, et sinon il répond à toutes les caractéristiques, même pour une console, j'allais dire, pas vraiment. En vrai, une console, pas vraiment. Déjà, le 1440p est plus ou moins bien géré, et l'ultra large, pas du tout. Donc pas une console, mais pour un PC qui peut faire du coup multimédia, console de jeu, tout ça à la fois. C'est plutôt propre. Après, comme outil bureautique, moi j'avoue que je préfère toujours le double écran qu'avoir un grand écran. Après, si vous avez la place d'en avoir deux comme ça, peut-être, mais il manquera le double écran et apporte souvent beaucoup plus et moins cher, même si on est sur du très bel écran. Et on continue avec un autre très bel écran qui, celui-là, sera plus accessible normalement, même si on n'a pas le prix. Il est aussi plus simple, plus sobre. Il est déjà pas incurvé. On est sur du 32 pouces 1440p aussi, sauf qu'il ne sera pas ultra large, vu que 32 pouces c'est pas 34. On n'aura pas les 144 Hz, mais seulement 75. Par contre, on a des petits haut-parleurs. On a deux haut-parleurs de 2 watts, donc de quoi avoir un peu de son. Ça fera pas un système son, mais vous pourrez entendre et écouter des trucs. On a les mêmes connectiques, sauf qu'on n'a pas d'HDMI 2.0 parce que pas d'intérêt ici. Et on n'a pas de prix. Mais sinon, il est plutôt stylé. Encore une fois, le pied, je le trouve vraiment sympa. On voit qu'il est quasiment borderless sur 3 bords. On a tout de même les deux haut-parleurs. Pour un prix intéressant, ça peut être vraiment un petit écran sympa, un petit écran de 32 pouces tout de même.
tout de même. Mais c'est plutôt sympa et bon, par contre, il sera pas incurvé, clairement, donc moins immersif. Il risque aussi d'être moins cher que 750. Je l'espère, à 750, il sera pas intéressant. À voir s'ils arrivent à aller chercher un prix agressif. Mais il y a une place pour lui s'il se trouve un prix sympa. Voilà qui conclut notre point Actu Hardware, le dernier de la semaine. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des choses. On se retrouvera lundi pour la suite de l'actualité hardware. Lundi, comme d'habitude, 18h. N'hésitez pas à me faire des retours, que ça soit en live ou sur YouTube. Je lis tout et je réponds à tout avec grand plaisir. Tout ce qui peut me faire progresser. Et voilà, à lundi.